Bonsoir tout le monde, bonsoir, bienvenue à cette conférence sur les concours Accès et Sésame. Voilà, je vous laisse tous le temps de vous installer. Donc, je me présente, je m'appelle Johan, je suis le directeur de Prépa Campus. J'ai aussi été jury d'admission à l'ESSEC et enseignant de stratégie à l'Université Paris-Dauphine pendant 3 ans. Donc, j'enseignais à des étudiants en troisième année de licence de gestion, pardon. Euh, donc cette conférence est enregistrée. Vous aurez le replay de la conférence ce week-end. Demain, je vais essayer de vous l'envoyer pour demain. Je vous enverrai aussi les slides. Donc si jamais il y a des slides qui vous intéressent, vous embêtez pas à prendre des screenshots. Vous recevrez vraiment tout avec la présentation demain. La conférence, elle va durer environ 1 heure. Je vais avoir besoin d'à peu près 40 minutes pour vous présenter tout ce qu'il y a à savoir sur les concours. Et si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat et je prendrai le temps de répondre à toutes vos questions à la fin de la conférence, tout simplement. OK? On va démarrer tout de suite. Donc je saute le sommaire, mais bon. En gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord parler voilà, de tous les différents types d'études que vous pouvez faire quand vous voulez faire des études de gestion. Ensuite, on va se concentrer sur les concours. On va regarder un petit peu les écoles et on va regarder les épreuves écrites. OK? Et comment on se prépare au concours. Voilà pour le sommaire. Donc, du coup, on va commencer tout de suite. Quand vous voulez faire des études de gestion, vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. La première possibilité, c'est de faire du coup une école de commerce. Et quand vous souhaitez faire une école de commerce, il y a encore plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Faire une école de commerce post-bac ou faire une prépa et faire une école de commerce post-prépa. Alors, la voie royale, dont vous avez entendu parler les parents et les étudiants depuis très longtemps, c'est les classes prépa. Donc, quand vous passez par les classes prépa, vous faites 2 ans de prépa ou 3 ans de prépa. Ensuite, vous allez rentrer dans une école où vous serez pris et vous allez faire votre cursus. Quand on fait une prépa, on ne sait pas dans quelle école on va atterrir, mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que les meilleures écoles de commerce de France, on peut y accéder que post-prépa ou alors beaucoup plus tard dans ses études. OK? Donc, je vous parle d'HEC, de l'ESSEC, de l'ESCP, de l'UM Lyon, de l'EDEC, c'est le top 5. OK? Ensuite, quand vous arrivez un petit peu derrière, à Audencia, Neoma, Schema, etc., c'est des bonnes écoles, mais on va retrouver des écoles aussi fortes dans le post-bac. OK? Donc, le meilleur programme grande école qu'on puisse faire en post-bac, c'est l'IESEG, c'est du niveau à peu près d'Audencia Nantes. On a aussi des programmes en 4 ans qui sont très très forts en post-bac et qui vont être à peu près de ce niveau-là aussi. Donc je pense notamment au BBA de l'ESSEC, qui n'est pas aussi bon que le programme grande école de l'ESSEC, hein, qui est la deuxième meilleure école qu'on puisse faire en France, mais le programme grande école, il est post-prépa. Par contre, le BBA, il est très fort aussi et c'est un très bon niveau, mais c'est post-bac. Quand vous faites une école de commerce post-prépa, ça va être, enfin, toutes les écoles, elles sont très internationales et vous allez au moins faire un semestre à l'étranger, si ce n'est plus, voire beaucoup plus. Vous pouvez faire aussi des stages à l'étranger, faire plusieurs semestres à l'étranger. Et vous aurez aussi forcément de l'expérience professionnelle, entre 12 et 18 mois d'expérience professionnelle. OK? Toutes les écoles ne sont pas du même niveau, hein, une fois que vous avez fait votre prépa. Et donc, du coup, ça vaut le coup de faire une prépa que si vous rentrez vraiment dans les meilleures écoles. Sinon, enfin, je veux dire, versus à une très bonne post, enfin, versus une bonne post-bac. OK? Les bonnes post-bac, elles vont être du niveau du 6 à après. Les meilleures écoles, c'est post-prépa. Mais par contre, quand on veut faire une prépa, enfin, quand on veut accéder dans ces écoles, eh ben, il faut faire, dans les meilleurs programmes, pardon, il faut faire une prépa. Et la prépa, elle va convenir à certains étudiants et moins à d'autres. D'abord, c'est réservé aux étudiants qui sont très bons scolairement et aussi qui ont la capacité et la volonté d'énormément travailler pendant plusieurs années. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui ne sont pas capables ou qui n'ont pas l'envie. D'ailleurs, moi, j'étais plutôt dans ce cas de figure quand moi-même j'étais étudiant il y a une bonne quinzaine d'années, quand j'ai mon bac. Mais en gros, on n'a pas forcément envie de s'enterrer pendant 2 ans quand on a de 18 à 20 ans. Donc moi, c'est comme ça que je le voyais, et c'est pour ça que je voulais pas faire de prépa. Il y a beaucoup d'étudiants qui pensent comme moi. Mais par contre, il y a aussi d'autres étudiants qui trouvent que c'est super stimulant intellectuellement, qui trouvent que c'est un vrai challenge, et être dans la compétition, ça leur convient bien. Et donc, du coup, ça leur plaît aussi de faire une classe prépa. Une classe prépa. OK? Donc, si vous voulez faire une école de commerce et que vous voulez pas passer par la partie classe prépa, vous pouvez faire une école de commerce post-bac. Les écoles de commerce post-bac, elles peuvent durer, ça peut être des écoles en 3 ans, en 4 ans ou en 5 ans. Les écoles en 3 ans, c'est les bachelors. Les meilleurs bachelors de France, c'est le bachelor de l'ESCP, qui est très international, et le bachelor de Schema, l'ESDEM,
qui a pour but de vous faire rebondir dans d'autres écoles de commerce après, via d'autres examens, évidemment. On n'a pas en France de très très bons bachelors. C'est des bachelors qui sont solides, qui ont leur qualité, mais c'est pas les meilleurs programmes post-bac qu'on puisse faire. OK? Ensuite, et donc un bachelor, ça donne un grade de licence, hein. C'est équivalent licence à l'université. Ensuite, on a les BBA. Les BBA, c'est des programmes qui peuvent être très très forts. Donc, comme je vous l'ai dit, le meilleur BBA de France, c'est le BBA de l'ESSEC. On a d'autres très bons BBA en France. Et les BBA, c'est assez récent, ça a je dirais une vingtaine d'années à peu près. C'est calqué sur le modèle anglo-saxon. En fait, dans les universités américaines, par exemple, pour, pour être graduated, il faut faire 4 ans d'études. Ok. Donc, c'est l'équivalent du BBA, Bachelor in Business Administration. C'est des programmes, les BBA, qui sont toujours très, comment dire, bah, comme les écoles de commerce classiques post-prépa, ça va être des écoles très internationales. Vous allez avoir quand même une bonne partie stage, et ça va être des écoles privées, hein, que ce soit post-prépa ou post-bac, c'est des écoles privées qui sont payantes, évidemment. Euh, le BBA, il se distingue du programme grande école classique en étant déjà plus court, il fait 1 an de moins, et en étant, on va dire, plus professionnalisant. Dès vos premières années d'études, vous aurez des cours qui vont être très pratiques, avec beaucoup de travaux de groupe. Vous allez être amené pardon, à faire des stages plus tôt, à partir à l'étranger plus tôt, que dans une école de commerce classique, dans un programme grande école classique. Euh, le BBA, il est en 4 ans, et en France, au bout de 4 ans, on n'a pas de diplôme. Au bout de 3 ans, on a un bachelor, et la quatrième année, c'est le master 1, c'est pas diplômant. Donc, si vous arrêtez vos études après votre BBA, vous avez seulement un bachelor. Et donc, ce que font la plupart des étudiants qui font un BBA, et c'est ce que je vous encourage à faire, c'est de faire derrière un master soit à la fac, soit un master spécialisé en école, mais en fait de faire une 5e année pour avoir le grade de master 2. Parce que vous avez les crédits ECTS de la quatrième année qui est le M1, que vous avez validé. Mais si on s'arrête là, ce n'est pas un diplôme en soi. Il faut continuer avec une année de plus pour avoir le grade de Master 2. Donc, il faut rajouter juste une seule année pour pouvoir avoir un grade de Master 2. Et les derniers types de programmes post-bac que vous pouvez faire, c'est des programmes grande école en 5 ans. Il y a certains programmes qui ne s'appellent pas programme grande école, mais c'est pas, comment dire, c'est pas le plus important. Je dirais, on peut rentrer dans le détail si vous avez des questions dessus, il n'y a pas de problème. Mais en gros, ils ne s'appellent pas tous programmes grande école, mais en gros, les programmes en 5 ans, ils donnent bien un grade de Master 2. La plupart s'appellent comme ça d'ailleurs. C'est exactement les mêmes programmes que ceux que vous faites après une classe prépa. Euh, Pas forcément dans les mêmes écoles du coup. Et c'est pareil, c'est très international. Vous avez des stages. Mais en gros, comme vous avez 5 ans, vous avez les 2 premières années en général, c'est des années où vous avez le temps de faire plus de théorie et vous allez moins avoir des cours pratiques que dans les BBA par exemple en particulier. Euh, les meilleurs BBA de France, ils sont tous dans le concours Sésame, à l'exception de l'EDEC, qui est un très bon BBA et qui est hors concours. Les meilleurs PGE post-bac, ils sont tous dans le concours Accès ou dans le concours Sésame. OK? Sachant que le meilleur du coup BBA, c'est le BBA de l'ESSEC qui est dans Sésame. Le meilleur PGE, c'est celui de l'IESEG qui est dans le concours Accès. Et les PGE, ça donne un grade de Master 2, comme n'importe quelle école de commerce post-prépa. OK? Si vous voulez faire des études de management, d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de faire des études en école de commerce. Vous pouvez très bien aller à l'université. L'université, ça présente un avantage, c'est que c'est quasiment gratuit. Euh, Par contre, c'est beaucoup moins international et c'est moins professionnalisant aussi. Vous avez moins de stages quand vous êtes à l'université. Quand vous êtes à l'université, un cursus complet, ça dure 5 ans, mais au bout de 3 ans, vous avez votre licence et après, bah, vous pouvez très bien partir ou rester dans l'université où vous êtes. Pour avoir votre master, en plus, bah, pareil, il faut postuler. Vous êtes en concurrence avec des étudiants qui ont fait des billets ou des bachelors, par exemple. OK? Ou avec les autres étudiants de l'université, il n'y a aucun problème avec ça. La différence entre les écoles de commerce et l'université, donc il y a le fait que ça soit public versus privé déjà. Le fait que ça soit public aussi, l'administration est beaucoup moins, comment dire, efficace, c'est peut-être pas le bon mot, mais elle est beaucoup moins au petit soin pour vous à l'université que dans les écoles, parce que, en fait, c'est pas les mêmes moyens. OK? Donc ça, faut en être conscient. Et du coup, vous allez aussi avoir beaucoup plus de cours en amphi à l'université, alors que vous serez souvent, quasiment tout le temps, en classe de 30 en école. OK? La seule exception, je dirais, ça serait peut-être Dauphine, l'université Paris-Dauphine, qui ressemble le plus à une école de commerce en soi. Parce que, bon, l'administration, c'est comme l'administration d'université classique, mais par contre, vous allez avoir beaucoup d'international, vous allez avoir beaucoup de cours en petits groupes, en petits effectifs, et vous allez avoir aussi une vie associative qui est très développée, comme dans les écoles. OK? Sciences Po aussi ressemble en ça à une école de commerce
pour les programmes un peu économie de gestion. OK? Sinon, vous pouvez faire des BUT en 3 ans. Donc, les BUT, ça se fait dans les IUT. Quand vous faites un BUT, vous avez, c'est pas du tout international, hein, mais à la fin, vous pouvez continuer vos études au bout de 3 ans si vous le souhaitez, soit en faisant passant des concours pour entrer dans des écoles de commerce, soit en allant postuler à des masters. Et si vous êtes plutôt intéressé par des études courtes, dans ce cas-là, c'est bien de faire un BTS. Sachez qu'entre tous ces types d'études, il y a des passerelles, mais plus vous démarrez dans une formation qui est solide, et plus ça sera facile de monter grâce à vos passerelles dans des formations de plus grosse qualité, entre guillemets. Donc, partir d'un BTS pour finir dans une grande école de commerce, c'est possible. C'est juste, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dur. OK? Mais donc, du coup, le choix du BTS, moi, je vous le recommande uniquement si vous avez pour ambition de faire des études très courtes. Et si vous vous rendez compte qu'au final, vous voulez prolonger vos études, ce sera toujours possible de le faire. Mais ce sera moins, comment dire, le parcours sera semé d'embûches, mais ça sera quand même faisable. OK? Ça dépend aussi de vous. Et donc, comme je vous l'ai dit, si vous voulez faire du coup les meilleures écoles de commerce post-bac, en fait, vous n'avez pas le choix. Il faut passer le concours Accès ou le concours Sésame ou les deux. On a eu les dates des épreuves écrites qui sont tombées récemment. Le concours Sésame, ça va être le 8 avril. Le concours Accès, ça va être le 9 avril cette année. OK? C'est un peu plus tôt que les autres années. L'année dernière, c'était 9 avril pour Accès et 15 avril pour Sésame. Ou c'était 10 et 15 d'ailleurs, je crois. C'était 10 et 15 l'année dernière. Donc voilà, mais bon, c'est à peu près pareil. Du coup, au concours accès, vous avez que 3 écoles, l'IESEG, l'ESCA et l'ESDS. Mais ça reste un concours super intéressant parce que déjà, il y a l'IESEG qui est le meilleur programme grande école, comme je vous l'ai dit, en post-bac. Et l'ESCA aussi, c'est un programme qui est très solide d'ailleurs. Et c'est aussi un concours très intéressant parce qu'il y a beaucoup de place à l'IESEG et à l'ESCA. Ok. À l'IESEG, il y a environ 1200 places cette année, l'année dernière. C'est 1150, 1200 places. Ok. À l'ESCA, il y a 1100 places. À l'ESDS, c'est plutôt 250. Mais c'est une école qui est d'une moins grande envergure. Toutes les écoles du concours accès proposent que des programmes grande école en 5 ans. Ok. Euh, Au concours accès, vous avez 3 épreuves écrites, l'anglais, la synthèse, la partie raisonnement logique et mathématique, dont je suis l'enseignant d'ailleurs enfin, à Prépa Campus. Et enfin, on reviendra en détail sur les épreuves un petit peu plus tard. Euh, donc je vous dis, il y a ce que je vous disais, c'est qu'il y a 3 écoles, mais il y a beaucoup de places à l'IESEG et l'ESCA. À titre de comparaison, voilà, dans les écoles de Sésame, en moyenne, il y a 350 places par école. Donc quand à l'IESEG, il y a 1200 places, ça représente 3 écoles et demie. Et l'ESCA, ça représente 3 écoles à lui tout seul. Donc du coup, quand vous mettez l'IESEG, ESCA, SDS bout à bout, c'est l'équivalent de 7 écoles par rapport au concours Sésame. Pour le concours Sésame, je vois, il y a une petite coquille dans la slide que j'ai oublié de corriger. En fait, l'année dernière, il y avait 16 écoles pour 19 programmes. Maintenant, il y a 14 écoles pour 17 programmes. Tous les programmes les plus importants sont restés, mais il y a plusieurs petits programmes qui sont partis. Enfin, il y en a deux, du coup. Euh, au concours Sésame, euh, dans le concours Sésame, il y a plusieurs types d'écoles, enfin, plusieurs types de programmes qui vous sont proposés. Donc, des BBA en 4 ans et des programmes grande école en 5 ans. Il y a les deux. OK? Et certaines écoles ont 2 programmes, d'où le fait qu'il y ait 17 programmes pour 14 écoles. Par exemple, Neoma, ils ont un programme en 4 ans, leur BBA, ils ont un programme en 5 ans qui s'appelle Théma. Et pour le coup, voilà, c'est pas un programme grande école. Voilà, ça, c'est un bon exemple. C'est un programme en 5 ans qui donne bien un grade de master, qui est d'un bon niveau. Mais en fait, c'est pas le même programme que leur programme grande école accessible post-prépa. En fait, le programme Théma, c'est pas un programme qui est généraliste, c'est un programme qui est ciblé, qui est focalisé sur le numérique. Et donc, du coup, vous êtes dans une école qui va être un petit peu spéciale. Enfin, vous êtes dans un programme qui va être un peu spécialisé dès le début, mais qui est un programme qui est intéressant. OK? Du coup, quand on regarde les classements des écoles de commerce post-bac, vous allez voir, là, le premier classement, c'est le classement du Figaro des programmes grande école. En 1, on a l'IESEG, en 2, l'ESCA, en 3, le M Normandie, en 4, le MLV. Neoma n'apparaît pas avec son programme Théma parce que c'est pas un programme grande école. Je vous dis, c'est un autre nom. Donc, ça peut pas apparaître dans les classements. Mais c'est un programme qui est intéressant aussi. L'IESEG est le numéro 1, c'est incontestable. L'ESCA et le M Normandie, c'est les 2 et 3, mais franchement, on peut les intervertir, ça dépend des années. Une fois, c'est l'ESCA en 2, une fois, c'est le M Normandie, on peut les intervertir. L'ESCA, ils ont une stratégie où ils ont ouvert des campus un peu dans toute la France, ce qui fait qu'il y a plein de bons étudiants qui décident d'aller à l'ESCA parce qu'en fait, ils vont aller sur le campus qui est pas loin de chez eux. Et ils ont aussi un campus d'ailleurs à Shanghai. Et l'EM Normandie, eux, ils ont une stratégie différente. Ils ont dit, on va ouvrir des campus là où il y a des très grandes universités dans le monde. Comme ça, les profs de ces universités-là vont donner des cours à nos élèves. Et donc, du coup, soit ça, ou soit où il y a des gros pôles d'entreprise. Du coup, ils ont ouvert un campus à Oxford,
Comme ça, ils profitent des profs d'Oxford. Ils ont ouvert un campus à Dublin. Ils ont ouvert un campus à Boston, là, récemment. Ils vont en ouvrir un quatrième, je crois, c'est à Dubaï l'année prochaine. Ce qui fait que vous pouvez faire toutes vos études à l'étranger quand vous partez à l'EM Normandie sur les campus à l'étranger. Et en numéro 4, vous avez l'EMLV. L'EMLV, moi, je trouve que c'est vraiment derrière l'escale EM Normandie. Par contre, ça plaît beaucoup aux sportifs de haut niveau parce qu'ils ont même un parcours talent ou avec des horaires aménagés pour les sportifs de haut niveau. OK? Toutes ces écoles sont dans les concours Accès et Sésame, mais c'est pas un hasard, hein. Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu de sélection qui a été faite, en fait. C'est juste que les meilleures écoles de commerce sont vraiment dans les deux concours. Juste pour revenir un petit peu sur la slide d'avant, je vous ai dit 14 écoles, 17 programmes. Toutes les écoles ne sont pas du tout du même niveau au concours Sésame. Ok. Donc, avoir une école avec le concours Sésame, c'est pas compliqué. Ce qui est difficile, c'est d'avoir la meilleure école possible, d'avoir une bonne école. Voilà. Quoi qu'il arrive, hein, une école de commerce, ça vous coûte entre 10 et 15 000 euros l'année. Donc, autant les mettre dans la meilleure école possible, parce que quoi qu'il arrive, ça sera 50 000 euros votre scolarité environ. Ok. Donc, d'où la nécessité, voilà, de bien préparer les concours pour rentrer dans les meilleures écoles, parce que avoir une école, c'est pas très compliqué. Avoir une très bonne, enfin, avoir une bonne école, avoir la meilleure école possible, c'est très important. Et c'est beaucoup plus dur. Pour les BBA, c'est le classement de l'étudiant, je crois, ou du Figaro, je sais plus, je crois que c'est l'étudiant. C'est l'ESSEC en 1, pareil, il n'y a aucun débat là-dessus. En 2, ils ont mis les decks, en 3 schémas, en 4 le M Lyon et en 5 Néoma. Il faut faire très attention au classement. D'une année sur l'autre, ça change énormément. C'est un très bon indicateur, mais par contre, on voit des trucs bizarres dans les classements parfois. C'est pas des vérités absolues, hein. Les classements, c'est des formules mathématiques. Par exemple, il y a des années où les decks étaient septième. Il y a des années où les decks étaient première. Il y a des années où Neoma était troisième, ou deuxième, pardon, était deuxième, pardon, Neoma, récemment. Dans les faits, le niveau des programmes, il évolue très peu d'une année sur l'autre. Et donc, dans les faits, l'ESSEC a toujours été premier, les decks n'a jamais été premier. Les decks n'a jamais mérité la septième place. Mais donc, du coup, si je pouvais un peu corriger le classement, je dirais que c'est ESSEC en 1, en 2 au choix, EDEC ou EM Lyon, c'est à peu près le même niveau. Après, en 4 et 5, donc 2, 3 EDEC, EM Lyon dans l'ordre que vous voulez. En 4 et 5, Schema, Neoma, c'est à peu près du même niveau aussi en BBA. Mais pour moi, Schema n'est pas devant le M Lyon en BBA. Et je le vois bien même dans la sélection des étudiants, le M Lyon est plus sélectif que Schema, qui est assez sélectif, hein, enfin, quand même. Mais c'est quand même plus sélectif le M Lyon. Et je trouve que les étudiants sont plus forts à l'EM Lyon à Schema en moyenne. En moyenne, c'est pas une vérité absolue du tout, du tout, du tout. Et il y a plein d'étudiants qui préfèrent aller à Schema plutôt que le M Lyon. Mais voilà, c'est pour vous dire. Du coup, si on se penche maintenant sur les épreuves écrites, vous avez donc des épreuves pour les concours accès, pour le concours CERN. Juste petite question, est-ce que je vais pas trop vite ou si je suis pas trop lent? Alors, je vais mettre un message. Hop. euh, OK le rythme. Si c'est OK le rythme pour vous, mettez un pouce sous le message. Si c'est trop rapide ou trop lent, vous le mettez dans le chat et comme ça, je peux ajuster. OK. Bon, personne n'a dit que c'était trop rapide ou trop lent. Alors, on va continuer comme ça. OK, OK, c'est bon. On continue sur ce rythme-là. Bon, je suis content que vous pouvez me suivre. Du coup, pour les épreuves de langue, vous allez avoir au concours accès, au concours Sésame, une épreuve d'anglais. Le format de l'épreuve d'anglais, il est très différent à Accès et Sésame, mais par contre, ça va être exactement comment dire, les mêmes connaissances qui vont être testées. Donc, au concours accès, vous allez avoir 50 questions avec 4 propositions. Donc, je vous ai mis un exemple de question. Vous avez 4 propositions A, B, C, D. Pour chacune des propositions, il faut dire si elles sont vraies ou fausses. Donc, A, il faut dire si la phrase elle est correcte, B, si elle est correcte, C, etc. Et donc, du coup, pour les 50 questions, il peut y avoir toutes les phrases correctes ou toutes fausses ou juste la moitié de correcte, etc. C'est indépendant. Donc, ça veut dire que les 50 questions, en fait, ça, c'est une seule question. Et donc, vous avez 50 fois ça. Ça veut dire qu'en fait, c'est comme si vous avez 200 vrais-faux. Et en plus de ça, il vous rajoute des QCM. OK, 25 QCM à faire sur lesquels il faut répondre. C'est très, très dur de répondre à tout parce qu'il faut aller très, très, très vite. Et donc, vous n'avez pas vraiment le temps de réfléchir. Et ça peut être assez technique parfois, et parfois moins, mais vous inquiétez pas, ça se prépare très bien. Pour Sésame, vous avez 40 questions au format QCM, A, B, C, D, une seule bonne réponse. Et vous avez aussi une LV2. La LV2, c'est la seule matière qu'on ne prépare pas avec les étudiants parce qu'ils proposent 10 LV2. Enfin, je parle avec Prépa Campus, hein, parce qu'ils proposent 10 LV2 au concours et qu'on ne fait pas des cours d'espagnol, de russe, d'italien, de portugais, d'hébreu et d'arabe et de chinois, par exemple. OK? Par contre, on peut vous donner des ressources, hein, pour les travailler, ça c'est évident. C'est pas des gros coefficients, la LV2, c'est souvent un coefficient plutôt faible, mais quand même, voilà, autant vous le dire. Pour travailler l'anglais au concours Access Sésame,
Si vous préparez les 2 concours, on les travaille de la même manière, OK? Ce qu'on fait, c'est qu'on revoit toute la grammaire. Donc vous n'avez pas besoin d'être excellent en anglais pour avoir une bonne note, il faut être très bon en grammaire. Donc il faut revoir, c'est une liste non exhaustive, hein, je vous dis ce qui me vient, les verbes irréguliers, les mots de liaison, les faux amis, les comparatifs, les superlatifs, les, les accords des nombres, enfin bref. Il y a tout un programme en fait, les différents temps aussi, évidemment, la concordance des temps, etc. C'est très important. En fait, il y a tout un programme, et si vous connaissez tous vos points de grammaire, ben, en fait, vous ne serez pas surpris sur ça. OK? Il y a aussi la compréhension de texte pour Access et pour Sésame. La seule différence entre les deux concours, c'est que pour Sésame, donc le format, déjà, c'est une grosse différence en réalité. Et pour Sésame, vous allez avoir aussi quelques questions un peu d'actualité liées au monde anglo-saxon. OK? Chose que vous n'avez pas au concours accès. Et donc, du coup, quand vous préparez, quand vous faites le programme hein, pour un des concours en anglais, vous faites le programme pour les deux. Donc, nous, ce qu'on fait quand on prépare des étudiants au concours, un étudiant qui fait Sésame, on va lui faire toute la grammaire. Pour chaque point de grammaire, on lui propose des exercices spécifiques pour s'entraîner, bah, pour vérifier si le point a été compris. Donc, avec le prof, hein, on fait ça sous la forme de stage intensif en présentiel ou à distance en anglais. Et ils sont 5-6 parcours en moyenne. OK? Et donc, du coup, ils refont tout le programme, ils s'entraînent sur les différents types de questions, et une fois qu'ils ont vu tout le programme, ils font des sujets complets, et après, ils font carrément des tests blancs, chronométrés, etc. Donc, si vous faites Sésame, ça va être que sur Sésame. Si vous faites Access, ça va être que sur Access. Si vous faites Access et Sésame, bah, vous vous entraînerez aux deux formats. Mais c'est le même programme de cours. OK? Ensuite, deuxième épreuve, vous avez l'épreuve de synthèse de documents pour accès, et pour Sésame, c'est l'épreuve d'analyse documentaire. Je les ai réunis sur la même slide pour pas faire 14 000 slides, et parce que, en fait, ce qui m'intéresse, c'est la partie avec les documents. La partie avec les documents que vous voyez là, ça vous montre à peu près c'est quoi la longueur d'un document en général sur un document du concours accès ou du concours Sésame. OK? Au concours, donc les deux épreuves sont très différentes, je vais vous les expliquer. Au concours accès, vous allez avoir 12-13 documents en moyenne. OK? Sur les 13 documents, vous allez avoir 12 documents écrits, un peu comme le document 7 là, que vous voyez. Ça peut être parfois un peu plus long, mais c'est vraiment comme ça en moyenne. Et vous allez avoir aussi souvent une illustration, une image, une pub, un graphe, enfin voilà, qui va être en plus de tout ça. Votre objectif, c'est de rédiger une synthèse de 350 mots, plus ou moins 10%, donc entre 315 et 385 mots. C'est super court. Vous allez avoir 10 pages de document pour écrire une synthèse qui fait même pas une page manuscrite. C'est même un peu plus que 10 pages. Et c'est 10 pages d'ordi, hein. Disons que vous allez avoir une quinzaine, 12-15 pages pour une page écrite à la main. Ok, une demi-page rédigée à l'ordi. Et donc, en fait, l'objectif, ça va être de faire une synthèse qui reprend tous les éléments importants bah, des documents, sans rajouter de connaissances personnelles, sans extrapoler, juste en reprenant factuellement ce qui a été expliqué. Vous n'avez pas le droit non plus de citer les documents. Euh, tous les documents vont être sur un thème commun, que ce soit pour Access ou pour Sésame. Donc, imaginons que le thème commun, c'est l'intelligence artificielle. Il y a certains documents qui vont traiter le sujet sous un angle et d'autres documents sous un autre angle. OK? Et donc, du coup, quand vous allez, vous, essayer de faire votre synthèse, le plus important, c'est que quand vous allez lire vos documents, vous prenez des notes sur les documents. Ensuite, vous allez essayer de voir quel document va avec quel document. Et à partir de là, vous allez pouvoir créer votre plan. OK? Vous allez identifier les deux ou trois axes importants qui ont été développés bah, dans le corpus documentaire. Et, heu et ensuite, ce qui va être super important aussi, c'est quand vous allez faire votre synthèse, toujours reprendre des éléments des documents avec des exemples pour appuyer ce que vous écrivez. OK? Hem, donc c'est rédactionnel. Heu, les fautes d'orthographe comptent, mais sont pas hyper discriminantes. Ça veut dire que si vous faites des fautes d'orthographe, vous allez peut-être perdre 2 points, 2 points et demi, mais vous allez pas, quelqu'un qui est dysorthographique, par exemple, peut avoir une bonne note à l'épreuve de synthèse. Tous les ans, on a plein d'étudiants qui ont 20 à l'épreuve de synthèse. Le plus important, c'est de travailler vraiment la méthode, et certains étudiants, ils ont des difficultés dans la prise de notes. D'autres étudiants, ils vont avoir des difficultés dans le fait de construire le plan. D'autres, ça va être la rédaction. Nous, ce qu'on fait pour travailler ça avec vous, pareil, stage intensif, 5-6 parcours, en présentiel ou à distance. Et en fait, selon vos difficultés, bah, le prof, il va adapter le plan des séances, enfin, pour chacun des étudiants pour travailler bah, les éléments qui leur posent le plus problème. Donc, il y aura aussi bien des moments où les étudiants ils feront tous la même chose en même temps, et d'autres où bah, les étudiants ils vont se concentrer sur leurs points faibles. Euh, pour le concours Sésame, euh, la- l'exercice homologue, je dirais, c'est l'analyse documentaire. Mais c'est très différent, vous allez voir, je vous explique. Là, vous allez plutôt, je vous ai mis entre 15 et 25 documents, c'est beaucoup plus. C'est plutôt 25 documents écrits,
et une dizaine de graphes, images, pubs, photos, ce que vous voulez. OK? Donc c'est très très long. Très très long. Ça fait 35-40 pages. OK? Et vous avez que 2 heures. C'est-à-dire que si vous lisez à votre vitesse normale, une fois que vous avez fini le corpus documentaire, il vous reste même pas une demi-heure pour répondre aux questions. Là, vous ne devez pas rédiger à Sésame. Vous avez 20 questions au format QCM, 3 types de questions. Les questions de repérage, c'est les plus faciles. Des questions d'analyse et questions de synthèse. Les questions de repérage, on vous pose une question, la réponse est dans les documents. Exemple, euh, je ne sais pas moi, quelle est la consommation des data centers en termes, je sais pas, d'énergie dans le monde? Et dans un des documents, ils vous disent les data centers consomment en 2023 dans le monde telle quantité d'énergie. OK? Donc ça veut dire que vous allez trouver la réponse noir sur blanc. Et donc, c'est assez facile de trouver la réponse, enfin de trouver la bonne réponse, ça ne demande pas d'interprétation. Par contre, vous n'allez pas pouvoir utiliser, les concours se font à distance. Vous n'allez pas pouvoir utiliser de raccourci clavier, par exemple, pour trouver les réponses, hein. Je tiens à vous préciser, tout est bloqué, évidemment. Vous n'avez pas non plus le droit à des brouillons. Et donc, du coup, vous ne pouvez pas vraiment prendre des notes à la main sur les documents. Par contre, vous avez le droit de surligner des passages sur les documents ou écrire un petit peu, enfin, annoter les documents. OK? Pas plus que ça. Euh, Deuxième type de question, c'est les questions d'analyse. Les questions d'analyse, c'est des questions où il y a plusieurs réponses correctes. Donc, on vous pose une question, on vous propose par exemple 6 réponses, et il peut y en avoir 2, 3, 4 de correctes. Imaginons il y a 3 réponses correctes dans la question. Si vous avez les 3 bonnes réponses, vous avez tous les points. Si vous avez 2 bonnes réponses sur 3, vous avez 2 tiers des points. Une bonne réponse sur 3, un tiers des points. Mais si vous avez même toutes les bonnes réponses et une seule mauvaise réponse, vous avez 0. Donc, il y a un côté stratégique à avoir de pas mettre une réponse quand on n'est vraiment pas sûr, parce que ça peut vous foutre en l'air toute la question. Euh, du coup, les réponses peuvent se trouver dans plusieurs documents, donc ça c'est beaucoup plus difficile, et ça demande quand même plus d'analyse. Parfois, en fait, une réponse, une proposition aura l'air vraie, mais elle va être légèrement différente de ce qui est expliqué dans les documents, du coup c'est faux. Ok? Et dernier type de question, les questions de synthèse, là aussi c'est assez, comment dire, en fait la synthèse là elle a été rédigée pour vous, contrairement au concours accès. On va vous demander de choisir la problématique, de choisir, il y a des trous dans la synthèse, de bien mettre les mots qui vont correspondre aux différents trous, de choisir la bonne introduction, la bonne conclusion, etc. Tout est une question de nuance, encore une fois. On vous propose 4 problématiques. Il va y en avoir une qui va être incorrecte, une qui va pas reprendre vraiment tous les points importants qui ont été évoqués dans les documents. Une, ça va être la bonne, et une qui va un tout petit peu extrapoler, par exemple, ce qui a été proposé dans les documents. Et donc, du coup, il y en a 3 qui auront l'air vraiment très vraies, mais il n'y en a qu'une des 3 qui va être la bonne. Et donc, du coup, c'est une question de dosage. Et c'est pas parce que aussi, en fait, quand vous avez plusieurs réponses qui sont correctes, c'est la plus correcte en réalité qui est la bonne réponse. Je m'explique. Quand vous avez un texte à trous, parfois, en fait, ils vont proposer des couples de mots pour compléter le texte. Et en fait, parfois, il y a plusieurs couples de mots qui pourraient marcher, mais il y en a un qui va plus correspondre au ton du texte que l'autre. Et donc, dans ce cas-là, ça va être ça va être ça la bonne combinaison à avoir. La difficulté hein, pour l'épreuve d'analyse documentaire pour Sésame, c'est la lecture rapide, c'est l'organisation pour savoir dans quel ordre faut lire les textes et comment en fait rechercher les réponses à partir des questions. Et en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que contrairement au concours accès, au concours Sésame, vous allez avoir la liste des documents, la bibliographie totale des documents en fin de, de corpus. Et donc, du coup, ça va aussi beaucoup vous aider à aller retrouver les bonnes réponses au bon endroit. Et donc, du coup, pareil, c'est vraiment une question de méthodologie pour travailler l'analyse documentaire. Et ça aussi, on travaille sous la forme de stages intensifs, en petits effectifs, 5-6 étudiants en parcours, pour les vacances scolaires, en présentiel ou à distance. Voilà. Ensuite, on passe à ma matière, la plus importante pour le concours accès. C'est moi qui l'enseigne dans la prépa, la partie raisonnement logique et mathématique. Pour le concours accès, ça dure 2 heures et c'est un vrai plus de faire maths complémentaires ou spé maths au lycée. OK? Si vous ne faites pas maths complémentaires au lycée ou si vous êtes en STMG, c'est possible de préparer les concours parce que on a une manière de vous préparer aux mathématiques qui nous permet. Je m'explique. Les cours de raisonnement logique et mathématique, enfin même les maths en général, ça se travaille pas bien sous la forme de stage intensif. Ça se travaille dans le temps. Et donc nous, ce qu'on propose aux étudiants, c'est qu'entre novembre et le concours, de novembre au concours, on fait des cours toutes les semaines pour travailler les maths du concours accès. On propose 5 créneaux dans la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi soir. OK? C'est à distance pour tout le monde. Vous pouvez vous connecter à tous les cours que vous voulez.
Si vous venez que le lundi, vous ferez tout le programme, il n'y a pas de souci. Le cours du mardi, c'est le même que le lundi, donc ça sert à rien de venir lundi et mardi, si vous connectez. Le cours du mercredi et du jeudi, c'est les mêmes aussi, mais si vous venez que le mercredi, vous ferez tout le programme aussi. Mais en fait, on fait le même programme que le lundi, mais pas dans le même ordre et pas avec les mêmes exercices. Je m'explique, c'est peut-être que le lundi, on fait la géométrie en novembre, eh ben, le mercredi, ça sera peut-être en janvier, et le vendredi, ça sera peut-être en mars. OK? Ça sera la même partie cours exactement, mais ce sera des exercices différents. Donc moi, ce que j'invite à faire, c'est les étudiants, je leur dis, vous avez accès à tous les cours, essayez de venir 2 heures par semaine en cours hebdo. Comme ça, la première fois, vous découvrez toutes les notions, vous vous entraînez sur les exercices et vous progressez. La deuxième fois, c'est des révisions. Donc ça fait que vous n'avez pas besoin de travailler tout seul en dehors des cours. La deuxième heure, c'est le travail supplémentaire déjà. OK? Donc dans l'idéal, vous faites 2 heures par semaine. Si vous voulez, vous pouvez même pousser à 3 heures par semaine. Et donc du coup, pour un étudiant qui est en STMG ou qui a arrêté l'aspect maths, les maths complémentaires, pardon, c'est possible de se préparer au concours, mais là, ce que je vous demande, c'est de faire minimum 2 heures de cours dans la semaine et 3 heures, c'est l'idéal. Et on aura aussi des séances individuelles que je vous fais pas, facture pas, que je vous fais pas payer, où je vous réexplique les points que vous n'avez pas compris, pour être sûr que bah, en fait, vous ne soyez pas largué à un moment. Les 2 premiers mois, ils vont être un petit peu difficiles. À partir de janvier, ça va aller beaucoup mieux. Et en mars, vous aurez déjà un bon niveau. Et au concours, vous serez largement au niveau. L'année dernière, pour la première fois, j'ai même accepté un étudiant de bac pro. Donc, je ne vous accepte pas automatiquement quand vous êtes quand vous avez arrêté les maths et quand vous êtes en STMG. Je dois discuter avec vous quand même parce que c'est quand même un vrai engagement et je veux être sûr qu'on soit d'équerre sur ça. Donc, vous serez pas pris enfin, vous n'aurez pas votre place dans la prépa automatiquement du tout. OK? Mais par contre, c'est possible. L'année dernière, pour la première fois, j'ai pris un étudiant en bac pro et il a eu l'IESEG. OK? C'est un étudiant, je pense, qui aurait pas dû être orienté en bac pro, qui avait vraiment faim et qui a vraiment bien travaillé. Il a été pris à l'IESEG, il a été pris partout, en fait, pour le concours accès. Et tous les ans, j'ai des STMG qui sont pris partout aussi dans le concours accès. Donc, c'est possible, mais ça leur demande plus de travail qu'aux autres. Voilà, je vous préviens. OK? Et vaut mieux être bon en maths en STMG, comme c'est un plus. Clairement. OK? Du coup, vous avez 3 parties, dans l'épreuve de raisonnement logique et mathématique. Je dis que c'est l'épreuve la plus importante parce que c'est 45 de votre note quand même, hein, pour l'ISEG et pour l'ESCA. C'est 9 sur 20 en termes de coef. La partie raisonnement logique, ça va vraiment être différent de ce que vous voyez au lycée, mais parfois vous allez quand même avoir besoin de notions de maths, de première, de terminale ou de seconde. OK? Vous pouvez avoir des exercices, du coup enfin, comment dire? En fait, on va vous apprendre toutes les méthodologies pour résoudre les exercices qui tombent en raisonnement logique. Et donc, comme je vous l'ai dit, savoir mettre en équation un problème, c'est très utile, ou savoir, comment dire, résoudre, enfin analyser une fonction, ça peut être utile. Mais en fait, il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire pour bah, justement gagner en vitesse et en efficacité dans ces exercices-là. Donc là, je vous ai mis un exemple de question, je vous ai dit, je vous enverrai les slides. Si vous essayez de faire ça chez vous, vous verrez avec vos connaissances de terminale, ça va être très très chaud. C'est faisable, mais c'est très 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 dur. Par contre, si vous faites un diagramme de veine, vous avez 8 minutes normalement pour faire la question avec les 4 propositions. Si vous faites un diagramme de veine, vous arriverez quasiment tous à le faire une fois que je vous l'aurai expliqué. 9 étudiants sur 10 auront tout bon à la question. Et c'est pas si dur, du coup. Mais du coup, il faut avoir les bonnes technologies, les diagrammes de veine, les logigrammes, savoir travailler sur les menteurs vérités, la double proportionnalité, pardon. Euh, Il y a plein de techniques de logique qu'on vous apprend, enfin que je vous apprends d'ailleurs, pour que vous puissiez être très très bon sur ce type d'exercice-là. La deuxième partie, c'est les mathématiques. Et là, ça va vraiment coller à votre programme de maths complémentaire, sauf qu'il n'y a pas les suites. Et comme c'est un vrai faux, en fait, il n'y a pas du tout de rédaction ou de démonstration, etc. D'un point de vue calculatoire, c'est plus dur que le lycée. Ce qui fait que, aussi, quand on vous prépare au raisonnement logique et mathématique, donc pour le concours accès, ça vous aide vraiment pour le lycée, par ailleurs. OK? Et la troisième partie, c'est la partie problème. La partie problème, c'est super intéressant. C'est en fait, on vous présente des notions mathématiques. Donc les questions, elles sont plus ou moins liées entre elles dans le problème. Mais on vous présente des notions mathématiques ou économiques ou de finance que vous n'êtes pas censé connaître. On vous explique comment fonctionnent ces méthodes-là, comment fonctionnent ces notions, et après, vous devez appliquer les méthodes qu'on vous a expliquées et interpréter les résultats. Ça, c'est un type d'exercice que les étudiants, ils n'ont pas du tout l'habitude de faire au lycée. En fait, vous devez absolument comprendre ce que vous faites hein, pour pouvoir résoudre les problèmes. Et ce qui est magique avec le problème, c'est que faut avoir aussi pareil des bonnes notions de terminale hein, pour être efficace quand même. Mais ce qui est magique avec les problèmes, c'est que n'importe quel étudiant, en fait, peut réussir à faire les problèmes, mais
vous n'êtes pas censé avoir, en fait, il n'y a pas d'acquis ou de base à avoir, mis à part le programme du lycée. OK? Par contre, pour travailler le problème, nous, ce qu'on fait, enfin, ce que je fais avec les étudiants, c'est que j'essaie pas de deviner ce qui va tomber au problème. De toute façon, j'arriverai pas, je suis pas dans le secret des dieux, voilà. Par contre, ce que je fais, c'est que je les habitue à développer leur raisonnement, en fait, à comprendre, bah, je les entraîne en fait sur ce type d'exercice-là. Le but, c'est de leur montrer le chemin qu'il faut faire pour bah, comprendre une notion sur le moment et la réutiliser. Et si vous arrivez à le faire avec des notions qu'on a vues en cours, vous arriverez à le faire le jour du problème. Ok. Donc ça, c'était pour le concours accès. Pour le concours Sésame, il y a, j'ai mis trois matières dans la partie raisonnement. Parce qu'en fait, avant, c'était maths, français, logique. Maintenant, il n'y a plus logique, c'était remplacé par compétences digitales depuis plusieurs années. Mais pourquoi je les ai réunis, en fait? Parce que pour Sésame aussi, on fait des cours hebdo. Et en cours hebdo à Sésame, on a maths, français, compétences digitales. OK? Donc, comme pour Accès, vous avez des cours toute la semaine. En réalité, on va même jusqu'au dimanche, parce qu'on était complet, tout simplement. Et on a rajouté samedi, dimanche pour accepter encore des étudiants pendant une semaine. Et après, après, ça sera des inscriptions pour des cours qui commenceront en janvier, parce qu'on sera complet, tout simplement. Euh, et donc, du coup, ça va être du lundi au dimanche, il y a des cours qui vont vous être proposés. Lundi et mardi, c'est le même cours. Mardi, mercredi, même cours. Jeudi, vendredi, même cours. Et dimanche, ce sera comme lundi ou mercredi. On n'a pas encore décidé avec les profs. Bref. Le lundi, si on commence par les maths et qu'après, on fait du français après des compétences digitales. Le mercredi, ça sera français, compétences digitales, maths. Et le vendredi, compétences digitales, maths, français. Vous avez compris l'idée. C'est comme pour le concours accès. Et c'est pas du tout les mêmes notions. Et donc, on change tous les exercices aussi, comme pour Accès. C'est pas du tout les mêmes notions en maths de Sésame que pour Accès. C'est même pas du tout le même programme. Pour le coup, là, ne pas faire de maths complémentaires, ne plus faire de maths au lycée ou être en STMG, c'est pas du tout problématique pour Sésame. OK? Vous ne serez pas handicapé par rapport aux autres, il y a aucun souci là-dessus. Par exemple, je vous ai mis un exemple de question en maths. Pareil, c'est moi qui enseigne les maths pour Sésame. Fatih va à l'école, elle y va en bus et rentre en voiture. La vitesse moyenne du bus sur son trajet est de 25 km/h à l'aller. Au retour, elle roule à 100 km/h. Quelle est sa vitesse moyenne sur le trajet aller-retour? C'est exactement le type de casse-tête que vous avez au concours Sésame. Pas de brouillon. Vous avez une calculatrice intégrée quand même dans le logiciel et vous devez réfléchir à comment résoudre ça. Allez, 90% des étudiants, vous pouvez le faire si vous voulez en direct, va faire 25 plus 100 divisé par 2, 62,5 km/h. C'est la bonne réponse. C'est pas bon. Si vous roulez 1 heure à 25 km/h et 1 heure à 100 km/h, votre vitesse moyenne, c'est bien 62,5 km/h. Sauf que là, c'est un trajet aller-retour. Enfin, je suis lancé dans l'explication. La vitesse moyenne va forcément être inférieure à la moyenne des vitesses. Ça veut dire que ça va forcément être inférieur à 62,5 km/h. Parce que à l'aller, vous allez mettre plus de temps en retour. Donc, du coup, ça va baisser votre vitesse moyenne. Si vous faites 1 heure à 25 km/h, 1 heure à 100 km/h, vous serez à 62,5. Mais vous allez faire plus longtemps à 25 km/h. Donc, je vous donne un exemple. Si le trajet fait 100 km, à l'aller, vous mettrez 4 heures, au retour, 1 heure. Vous aurez fait en tout 100 km à l'aller, 100 au retour, donc 200 km en 4 plus 1 heure, en 5 heures. 200 divisé par 5, vous faites du 40 km/h en moyenne. Donc, c'était la réponse A. C'est le type d'exercice. Donc, vous avez vu, ça ne demande pas des notions de maths très poussées, mais par contre, c'est vraiment du raisonnement et de la réflexion, et c'est... Voilà. En français, vous allez avoir 40 questions à traiter en 30 minutes, pareil au format QCM. Les 40 questions, ça va être des questions, euh, à la fois des questions de grammaire, beaucoup de questions de grammaire. Et donc, du coup, on révise toutes les règles de grammaire avec vous. Vous pouvez avoir aussi des questions de langue sur des expressions, sur le sens d'un mot un petit peu complexe. Ça peut être aussi des locutions latines. Voilà. Et vous allez aussi avoir des questions un peu plus de littérature sur les figures de style, sur les différents auteurs, sur les courants littéraires, etc. Ok. Et pour les compétences digitales, ça va ressembler à ce qui tombe dans la certification PIX au concours que vous faites au lycée. Vous allez faire de l'algorithmie, des notions sur les bases de données, euh, aussi utiliser enfin comment dire, savoir faire des formules sur Excel, maîtriser comment dire, les différentes fonctionnalités de traitement de texte, savoir faire des recherches poussées avec des moteurs de recherche, savoir sécuriser son environnement numérique, les règles aussi de bonne conduite, les règles numériques de bonne conduite. Enfin, c'est assez large hein, quand même, mais le programme est très bien défini et donc du coup c'est tout ce qu'on revoit avec vous pour que bah, il n'y ait pas d'angle mort pour le concours. Et enfin, dernière épreuve, je sais que je suis un petit peu long, donc j'essaie de... Je sais que voilà, ça, c'est un petit peu long, donc j'essaie d'accélérer. Les enjeux contemporains, ça, on le travaille sur 8 séances entre janvier et mars, les week-ends.
c'est 8 séances d'1h30. On ne peut pas travailler ça sous la forme de stage intensif, c'est à distance pour tout le monde, hein. On ne peut pas travailler ça sous la forme de stage intensif parce que c'est les actualités jusque c'est des 10 mois avant le concours. Donc ça s'arrête fin mars. OK? Le concours il est début avril, ça s'arrête fin mars. Donc nous, notre dernier cours, il doit être bah, fin mars. OK? Pour, pour les enjeux contemporains. 30 questions à faire en 40 minutes. Il n'y a pas d'épreuve écrite de culture générale pour accès au monde des épreuves écrites. Sauf qu'après les épreuves écrites viennent les épreuves orales. Et à l'ESCA, ils ont une épreuve de culture générale qui est à l'écrit pendant les oraux. Et à l'IESEG, ils vous posent des questions aussi d'actualité. Donc c'est bien de le faire, même si vous faites le concours accès. Euh, donc pour travailler ça, en fait, on a un prof qui enseigne d'ailleurs aussi à l'ESSEC et qui donne des cours similaires à l'ESSEC, hein, aux étudiants qui font les concours de la fonction publique. Toute l'année, il note toutes les actualités importantes et il fait le bilan au moment des cours. Et ensuite, bah, il vous raconte les actualités. Vous aurez une fiche de révision qui pourra vous servir pour revoir, pour réviser juste avant le concours ou pour aussi, qui sera utile pendant votre cours. Comme ça, vous pouvez prendre des notes dessus en plus sans avoir à écrire tout ce que votre prof dit, vu que vous avez la fiche. Mais le but, c'est que vous puissiez participer au cours et que vous puissiez aussi comprendre ce qu'il vous raconte. Donc, quand vous faites, par exemple, le cours sur la géopolitique et qu'on vous raconte un conflit, le prof, il va essayer de vous expliquer qui sont les différentes parties prenantes, quelles sont les différentes parties prenantes, quelles sont les relations entre elles, de savoir qui a des intérêts avec qui. Et en fait, si vous comprenez une situation, après, vous serez capable de répondre aux questions. Et c'est beaucoup plus intéressant d'ailleurs bah, pour participer au débat et pour suivre ces cours. Donc, c'est des cours que les étudiants adorent en général. Euh, Du coup, je pense que c'est assez clair hein, sur cette partie-là. Du coup, si vous souhaitez vous préparer seul au concours, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. La première possibilité, c'est de travailler avec les annales du concours, enfin avec les annales. Pour le concours Sésame, vous avez une application concours Sésame qui sera disponible, enfin c'est Prépa Sésame ça s'appelle, elle sera disponible à partir de début octobre. Euh, Ça coûte 100 euros, mais c'est déduit de votre inscription. Ça veut dire que si vous inscrivez au concours Sésame, au moment de payer, vous paierez au moment de Parcoursup, bah, vous aurez 100 euros de déduit si vous avez déjà l'application. Ok. C'est pas mal pour vous entraîner, mais enfin, il y a beaucoup de qualités, mais il y a quand même des gros défauts. Les gros défauts, c'est que le nombre de questions est assez limité, notamment pour les mathématiques, les compétences digitales et le français. Et donc, du coup, en fait, si vous faites, c'est des sous-tests qui font de 10 questions à chaque fois. Donc, c'est bien pour s'entraîner dans son lit. Mais en fait, si vous faites vos 10 questions et que vous faites un autre sous-test derrière, vous allez voir, il y a 3, 4, 5 questions que vous avez déjà fait dans le sous-test précédent qui reviendront parce qu'il n'y a pas beaucoup de questions en réalité. Pour les enjeux contemporains aussi, ça sert à rien parce que en fait, ils vous mettent des questions d'anal, mais sauf que bah, tous les ans, les enjeux contemporains évoluent, donc ça sert à rien de s'entraîner sur des vieilles questions. Vous faites un ou deux sujets pour voir le format et c'est tout. Pour les langues, c'est pas mal. Et j'aime bien aussi pour l'analyse documentaire, vous avez pas mal de sujets pour vous entraîner. Euh, Accès, ils n'ont pas réussi à faire d'application. Ils ont essayé un moment, ils ont lâché l'affaire. Ils mettent quand même les annales en ligne. C'est bien pour vous entraîner, mais une fois que vous avez un bon niveau. Si vous téléchargez aujourd'hui les annales, vous pouvez les télécharger gratuitement sur leur site. Vous allez trouver ça super dur aujourd'hui. C'est normal. Après une bonne préparation, ça vous semblera beaucoup plus accessible et c'est bien le but. OK? Donc, vous vous découragez pas sur les annales du concours accès maintenant, mais vous pouvez les regarder, c'est très bien. Mais stressez pas, c'est normal que vous trouviez ça très dur. Vous pouvez vous entraîner aussi avec des livres. Il y a le grand manuel du concours Sésame, grand manuel du concours accès. Il y a la Bible du concours Sésame, la Bible du concours accès aussi. Je préfère le grand manuel à la Bible, mais franchement, ça a beaucoup de défauts ces livres-là. Les programmes, ils les mettent très très peu à jour d'une année sur l'autre. Or, les concours ont beaucoup évolué. Ok. Nous, par exemple, les exercices qu'on fait avec vous, ils datent tous de bah, soit cette année si on en refait, mais sinon de l'année dernière, enfin, des 2 dernières années. Il n'y a rien de plus vieux, parce que le programme a changé pour accès, c'est pour Sésame. Ok. Donc, d'ailleurs, quand vous téléchargez les annales du concours accès, il y a des annales qui vont jusqu'à 2010 2016, je crois, ou 2018, je ne sais plus. Mais en fait, le programme de maths, il a changé en 2021. Ce qui fait que, bah, en fait, il y a plein d'exercices qui vont vous sembler, même à la fin de votre préparation, infaisables. C'est juste qu'on ne les aura pas vus, en fait. Parce que c'est plus au programme. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Par contre, les livres, c'est pas mal pour la partie cours, notamment sur, euh, sur les maths, ça peut aider la partie cours. Sinon, en anglais, ça peut aider aussi un petit peu. Euh, Mais voilà, mais c'est pas du tout un must-have. Si vous avez une bonne prépa à côté, n'achetez pas les livres, ça sert à rien. Vous pouvez aussi vous entraîner en anglais avec des comptes Insta comme BBC Learning English. Pour les actus, vous avez Hugo Decrypt, c'est parfait. Vous avez aussi le podcast L'heure du monde, c'est bien.
On va mettre des exercices régulièrement sur l'Insta de Prépa Campus, là, à partir de la semaine prochaine. Et sinon, et il y en avait déjà avant, mais on avait arrêté pendant un moment parce que je préfère passer mon temps avec les étudiants plutôt qu'avec les réseaux sociaux. Mais j'ai une bonne équipe maintenant pour les réseaux sociaux qui m'encadre et donc du coup, ça me prend vraiment moins de temps qu'avant et donc du coup, on relance ça. Et vous avez Ed Academy aussi. C'est plus une chaîne YouTube où vous allez apprendre des notions de maths qui peuvent être utiles pour les concours. C'est pas un focus sur les concours, mais franchement, c'est hyper bien fait. Pour les étudiants de la prépa, en fait, on vous donne accès à une plateforme pour Accès Sésame avec tous les cours en vidéo, avec des exercices corrigés en PDF et vidéo, correction PDF, correction vidéo pour tous les exercices. Ce qu'on fait, c'est que par exemple, je sais pas, pour la géométrie, vous avez une vidéo de cours de 12 minutes qui vous explique, ou 15 minutes qui vous explique toutes les notions de géométrie à connaître. Et ensuite, vous avez 30 exercices de géométrie, 3 fiches de 10 exercices de géométrie pour travailler avec la correction PDF et la correction vidéo détaillée. Et les vidéos, elles sont chapitrées en plus. Donc si vous avez fait la question 3, 7 et 10, vous pouvez aller directement sur les réponses 3, 7 et 10. Euh, Vous avez des fiches de révision aussi dans les différentes matières et vous avez des sujets complets pour vous entraîner, bien évidemment. Et vous avez aussi le replay des cours hebdo qu'on prend, ce qui fait que si vous ratez un cours hebdo en live, on l'enregistre et quelques jours après, on le met en live, on le met en replay, pardon, sur la plateforme. Ok, donc vous avez tout sur la plateforme. Si vous avez la plateforme, en fait, du coup, enfin, si vous êtes avec nous, vous travaillez avec nous sur Access Sésame, vous avez besoin un peu de rien d'autre. C'est bien de voir, c'est bien Hugo d'écrire vos actualités à la limite. Et sinon, vous avez les annales qui sont utiles. Pour les annales aussi du concours accès, on a eu l'autorisation cette année du concours accès pour partager sur notre site les annales du concours accès avec des corrections détaillées. Donc, on va mettre des corrections détaillées vidéo sur les différents. On n'a pas l'autorisation pour Sésame, par contre. On va mettre des vidéos de correction détaillées aussi sur les annales du concours accès. Ce qui fait que, comme je vous l'ai dit, les corrections, elles sont pas. Enfin, je sais pas si je l'ai dit, mais les corrections, elles sont pas du tout détaillées, celles des annales. On va vous dire vrai, faux, vrai, faux. Et donc, du coup, si vous avez faux, vous savez pas pourquoi. Du coup, on va mettre ça en place et ça va être gratuit, ça va être pour tout le monde et ça va être mis en place sur le site de Prépa Campus très bientôt. Enfin, au fur et à mesure de l'année, on fera les corrections vidéo. On va mettre d'abord les sujets et on va mettre les corrections au fur et à mesure. Là, c'est tôt encore, on s'en fout. On n'a pas besoin de les mettre tout de suite. Euh, je voulais vous dire quelque chose de plus avant de passer sur nos préparations. Je sais plus. Ok. Donc du coup, si vous voulez vous préparer avec nous, en fait, alors j'ai mis 40 places, mais en fait c'est fini ça. À la base, c'est 40 places normalement pour au mois de enfin, qu'on ouvre. Les 40 premiers ont le tarif à 1 490 €. Sauf qu'en fait, au mois d'août, c'était complet. Et du coup, en fait, comme moi, j'ai dit à tous les gens qui étaient en première l'année dernière de venir au mois de septembre pour s'inscrire, si vous voulez, j'ai gardé ce tarif-là. OK? Pour le concours à Sésame, on a rempli encore les 40 places et on a décidé de rouvrir des cours le samedi, dimanche, ce sera les dernières places ouvertes parce on participe au salon de l'étudiant la semaine prochaine et au salon du Figaro la semaine d'après. Je voulais avoir quand même quelques places encore ouvertes à ce moment-là pour les premiers en novembre. Pour l'étudiant, je pense qu'il restera quelques places. Pour le salon de l'étudiant, après, pour le salon du Figaro, ce sera terminé. Je pense déjà, ce sera les inscriptions pour le mois de janvier. Euh, pour le concours accès, c'est pareil, il reste à peu près 25 places. Il reste à peu près 20-25 places pour ces dames, mais pareil pour accès. OK? Euh, toutes les inscriptions, si vous souhaitez vous inscrire, toutes les inscriptions seront par téléphone auprès de moi. OK? Donc, vous ne pouvez pas vous inscrire en ligne, c'est normal. C'est moi j'ai presque passé le concours avec vous, je vais être toute l'année avec vous. Je vais être sûr que les étudiants qui se préparent avec Prépa Campus soient des étudiants motivés, qui sont prêts à s'engager, qui ont bien compris c'était quoi la charge de travail qui leur est demandée. Et je veux être sûr aussi que enfin que les étudiants, ils aient des attentes qui soient à la mesure de ce qu'ils peuvent avoir. Si un étudiant il a 11 de moyenne et qui me dit je veux rentrer à l'ESSEC, en fait je sais que ça va être très compliqué parce que pour le concours Sésame et pour le concours Accès, la note de dossier compte. Selon les écoles, c'est entre 5 et 30%. Et il se trouve que pour l'ESSEC, c'est l'école la plus dure à avoir, c'est 30%, il n'y a pas beaucoup de place. Ok. Donc je sais que bah, je préfère vous dire, c'est pas possible. Tu auras peut-être d'autres écoles, mais tu n'auras pas celle-là. Si c'est celle-là que tu veux et que celle-là, bah voilà. Moi je te le dis, je pense pas que j'y arriverai, donc voilà, je préfère passer mon tour. Je veux pas être dans l'échec avec des étudiants, promettre des choses que vous n'aurez pas, c'est pas possible. OK? Ce que je vous promets par contre, c'est que les étudiants, ils surperforment quand ils se préparent bien au concours avec nous. L'année dernière, sur le concours Sésame, 100% de nos étudiants ont eu un de leurs trois premiers choix. 25% des étudiants ont été admis à l'ESSEC, la moyenne nationale est à 8%. Et on a plus de 90% des étudiants qui ont été admis à l'EM Lyon, en tout 90-91%.
La moyenne nationale, elle est dans les 40% ou 45%. Je sais plus le chiffre exact, mais ça va être dans les 40%. Et toutes les autres, on n'était pas loin des 100% ou à 100%. Pour le concours Accès l'année dernière, on a eu 65% de réussite à l'IESEG. Pareil, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que la moyenne nationale. On a eu 97% de réussite à l'ESCA. Je crois que la moyenne nationale, elle est autour de 50%. Et on a eu 100% à l'ESDES. OK? Donc, du coup, si vous voulez vous préparer au concours Sésame, bah, vous avez, comme je vous l'ai dit, les cours hebdo à distance, les stages intensifs et les enjeux contemporains entre janvier et mars à distance. Pour Accès, c'est pareil, cours hebdo, stage intensif, etc. Si vous faites Access plus Sésame, la charge de travail pour Access plus Sésame, il faut compter l'équivalent d'une d'une option au lycée. D'une option au lycée. OK? Il faut participer à, dans l'idéal, 4 heures de cours par semaine. Et si vous faites ça, vous aurez zéro travail en dehors. OK? À part les 5 semaines avant le concours, quand les dossiers du lycée sont passés. Juste le gros coup de collier à la fin. Le fait de venir 2 heures par semaine à Access et 2 heures par semaine à Sésame, les révisions sont déjà dedans. OK? Mais si vous venez 1 heure et 1 heure, vous ferez déjà tout le programme. Euh, En stage intensif, vous avez l'anglais, la synthèse, l'analyse documentaire. Si vous faites tout sur la même semaine, c'est 6 heures de cours par jour. Mais vous pouvez très bien dire, je fais la synthèse au mois de décembre et l'analyse documentaire et l'anglais au mois de février. OK? Nos préparations, elles sont admissibles ou remboursées. Ça veut dire que si vous mettez 5 écoles pour César, même les 5 plus dures, si vous êtes admissible nulle part, on vous rembourse tout. Pour Accès, si vous mettez vos 3 écoles, si vous êtes admissible nulle part, on vous rembourse tout. On a eu besoin de rembourser personne l'année dernière, je vous rassure. Mais je préfère rembourser quelqu'un qu'avoir un étudiant qui est déçu. Bah, il sera forcément déçu, mais au moins il ne dira pas: Ah, mais je me suis fait avoir ou quoi. Je rends tout son argent. Je m'en fous. Le but, nous, on va s'engager avec vous pour pas que ça arrive normalement et pour que, voilà, que ça marche pour vous. Et si on voit de façon qu'un étudiant il décroche, bah, on en parle avec l'étudiant, on en parle avec les parents. Les parents aussi, on les invite. C'est moi votre contact direct, hein, pour tout ce qui est suivi. Donc, vous aurez mon numéro perso. Bah, si vous voyez qu'il se passe quelque chose, il faut me le dire. OK? Et moi, pareil, je vous le dis. Un étudiant qui a des difficultés en maths, je le prends en individuel, je réexplique, je ne fais pas payer. Après les stages pendant les vacances scolaires, je vous envoie un mail récap, débriefing matière par matière sur ce que vos points forts, vos points faibles, ce que vous devez améliorer, ce que vous pouvez travailler sur la plateforme pour continuer à vous améliorer jusqu'au concours. Vous êtes 5-6 parcours, les profs me font un débriefing détaillé de chacun des étudiants. Euh, Pareil, je vais tout vous expliquer sur Parcoursup lors de conférences en temps et en heure vers décembre, début janvier. Et je relis les lettres de motivation de tous les étudiants quand ils me les envoient et je vous fais des retours dessus pour être sûr que votre dossier il soit nickel, votre dossier il compte. Donc c'est important de le faire bien. En gros, tout est inclus dans l'accompagnement. Et la seule chose que vous ne voyez pas dedans, c'est les épreuves orales. D'ailleurs, je précise, les épreuves orales, on les prépare avec vous. Si vous le souhaitez, c'est en supplément, c'est 120 € la séance. C'est des cours individuels avec des profs qui sont jurés d'admission en école ou en prépa. C'est des cours qui durent environ 1h30 à 2 heures la séance. Euh, Si la préparation pour les étudiants qui ont des difficultés, c'est 5 séances. OK? 5 séances, en fait, c'est ce qu'on fait pour des étudiants qui sont en prépa ou des étudiants qui sont en bac plus 4 pour rentrer dans les écoles. C'est très poussé. Mais pour un étudiant qui a des difficultés, c'est parfait, 5 séances. Pour un étudiant qui est à l'aise à l'oral, 3 séances, ça suffit. OK? Donc 3 séances, 3 fois 120 €. C'est ça qu'il faut, ouais, faut prévoir. Si vous souhaitez préparer les oraux avec nous, il y a des étudiants qui n'ont pas besoin de le faire parce que, bah, je sais pas, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui, qui a fait une prépa, qui sait le faire, ou je sais pas, bah, voilà, vous pouvez le faire avec lui, il n'y a pas de problème, ou avec elle. Euh, je voulais vous dire un autre truc de plus lié à la préparation aux oraux. Oui, la préparation aux oraux, on la commence à partir du mois. Je vous en reparle au niveau du mois de mars. Ça fonctionne hyper bien. On a 100% de réussite aux oraux. On vous prépare pour que vous ayez 20 aux oraux. Et on y arrive très souvent. OK? Donc, du coup, il ne faut pas s'inquiéter pour les oraux. Le plus dur, c'est de passer la barre des écrits. Et après, le lendemain des écrits, on commence à préparer les oraux. Et en 2 semaines, on peut vous préparer. OK? Donc, du coup, je vous parle des oraux aux étudiants et aux parents à partir de mi-mars de l'année de 2026 pour que la préparation, elle se fasse en avril. Voilà. C'est ce qu'il faut pour bien vous préparer, tout simplement. Et on n'a pas besoin de plus de temps. Donc, on se focus d'abord sur les écrits, et après, on fait la préparation aux oraux. Du coup, ce que disent les gens de nous, hein, je vous invite à taper juste Prépa Campus sur Google pour voir les commentaires. Là, c'est une slide de l'année dernière, je ne l'ai pas changé, j'aurais dû la changer peut-être. Même les choix, d'ailleurs, il y a plus de 140 avis maintenant. Et tous nos étudiants ont obtenu leur premier choix en 2025, c'est pareil qu'en 2024, comme l'année d'avant. OK? Et là, les avis que j'ai mis, c'est des avis que j'avais pris dans l'ordre. Je n'ai pas fait un tri.
OK? Et donc quand vous allez voir nos avis sur Google, vous pouvez voir, les faire défiler, c'est que des 5 sur 5. Il y a un 4 sur 5, c'est je pense une étudiante qui a fait une erreur, elle a eu toutes les écoles et ça s'est super bien passé sa préparation et elle le dit dans le commentaire. Avec mes 4 sur 5 et elle dit: «C'était génial et j'ai tout eu» et cetera. Elle a tout eu sur Access et tout sur Sésame. Mais ce que je veux dire, si vous faites défiler tous les commentaires, ça va toujours être la même chose qui va revenir, le suivi, l'ambiance dans la prépa, la qualité de l'enseignement, le fait que ça soit hyper bien structuré et que les étudiants soient prêts. Enfin, ça va toujours être pareil. Donc je vous invite à le regarder et voilà. Donc si vous êtes intéressé pour vous préparer avec nous, il faut me contacter par téléphone. Je vous remets mon numéro de téléphone dans le chat, comme ça vous pouvez m'envoyer un message si vous voulez être contacté et il y a beaucoup d'inscriptions en ce moment et donc du coup, ce que je vous invite à faire, c'est m'envoyer un SMS pour qu'on fixe un rendez-vous plutôt que de m'appeler directement, parce que vous risquez de tomber sur la messagerie ou je risque d'être, déjà en réunion et ça risque d'être plus compliqué. Vous envoyez un SMS et ensuite on planifie un call et là, après, on pourra bloquer votre place et enfin, discuter d'abord et bloquer votre place. J'ai besoin de discuter soit avec un parent, soit avec l'étudiant, l'un ou l'autre. Pas besoin forcément d'avoir les deux en même temps, mais parfois c'est bien qu'il y ait les deux aussi pour que chacun puisse poser ses questions. Mais sachez que si c'est un parent qui m'appelle, je vais vous poser des questions sur les notes de vos étudiants, de vos enfants, pardon, sur les notes de bac français, etc., sur les SP. Donc, faut être prêt à dégainer les bulletins, entre guillemets, ou les avoir en tête. Ok, j'en ai fini de toute cette présentation. J'espère que j'ai pas été trop long. J'ai mis 1 heure, c'est beaucoup trop long. C'était un quart d'heure ou 20 minutes de plus que ce que j'avais prévu. J'ai mis 57 minutes. Donc je vais prendre le temps maintenant de répondre à toutes vos questions. Vous pouvez les poser dans le chat et je vais y répondre tout de suite. Donc j'ai une première question. Bonjour, ma fille est en classe de première. Peut-elle faire des stages pendant les vacances scolaires ou faut-il attendre la terminale? Et bien, ce que je vous invite à faire, c'est à attendre la terminale plus tôt. Ça serait trop tôt de faire un stage maintenant. Par contre, si vous voulez avoir votre place pour l'année prochaine, vous pouvez très bien m'envoyer un SMS et je vous mettrai sur la liste d'attente des premières, déjà pour l'année suivante, qui est déjà en train de se remplir. Et du coup, quand on ouvrira nos préparations pour l'année prochaine, début juin, vous recevrez un message, un SMS, et je vous inviterai du coup à prendre un rendez-vous téléphonique avec moi si vous voulez en discuter, avant de vous inscrire, bien évidemment. Et voilà, au moment où vous serez au courant de l'ouverture des inscriptions. OK? Donc ça, il faut l'envoyer par SMS. Mais moi, je pense que je préfère que les étudiants ils se mettent sur les concours en terminale. Le fait de commencer en novembre nos préparations, c'est vraiment tôt et en fait, ça nous laisse vraiment beaucoup de temps pour nous préparer. On n'a pas besoin de commencer avant. Voilà ce que je pense. Alors, Colline demande: Bonjour, passer par un bachelor à l'étranger, exemple Rotterdam School of Management Erasmus, puis à la fin passer en master en grande école par AST, il me semble. Est-ce une bonne idée? Comment ça se passe si vous le savez, bien entendu? Alors, c'est tout à fait possible de faire un bachelor à l'étranger et ensuite faire des admissions sur titre pour entrer en grande école. Si vous faites alors Rotterdam, je ne connais pas spécialement bien la Rotterdam School of Management, donc je ne vais pas dire de bêtises. Mais si vous faites un très très bon bachelor, vous pouvez rentrer dans des très bonnes écoles en AST. Sachez que les AST, ça s'est vachement refermé par rapport à il y a quelques années dans les meilleures écoles. Euh, HEC, c'est très très fermé, quasiment impossible d'y rentrer. Enfin, c'est 20-30 étudiants par an dans le monde. Les SEC, ils ont un peu plus verrouiller ça par rapport à avant, je trouve. Mais ça reste quand même faisable si vous avez un excellent dossier. Mais c'est via un concours, hein, bien évidemment. Le SCP, c'est très dur. Et après, pour EM Lyon, EDEC et en dessous, ça se fait vraiment selon votre niveau, selon votre dossier. Donc, c'est un parcours qui est assez classique et qui se fait, hein. Et faire le concours César pour ces autres choix en complément. Vous pouvez aussi faire évidemment le concours César pour vos choix en complément. En fait, même pour des étudiants qui font une prépa, en fait, il y a 3 tonnes d'étudiants dans la prépa. Enfin, chez Prépa Campus, qui postulent à la fois en prépa et à la fois au concours. Et en fait, quand vous avez vos résultats sur Parcoursup des concours et de la prépa, en fait, vous allez savoir si dans quelle prépa vous êtes pris, dans quelle école vous êtes pris. Si vous voyez que vous êtes pris au Bibier de l'ESSEC ou à l'IESEG, et qu'à côté de ça, vous êtes pris dans une excellente prépa, bah, vous posez la question, est-ce que je fais la prépa, est-ce que je fais l'école? Si vous êtes pris au Bibier de l'ESSEC ou à l'IESEG et vous êtes pris dans une prépa qui est moyenne, qui rentre pas beaucoup de monde dans le top 5, qui rentre 30% de ces étudiants dans le top 5, en fait, vous avez 70% de chances de ne pas avoir mieux ou d'avoir même carrément moins bien après 2 ou 3 ans de prépa. Alors pourquoi faire une prépa? Ça, c'est très risqué. À part si intellectuellement ça vous intéresse vraiment, le calcul, il est difficile à faire. Voilà, enfin, il est compliqué. Et donc, du coup, en fait, vous choisissez la meilleure solution que vous avez en fonction bah, de toutes les options que vous avez ouvertes. Alors, est-il possible d'avoir un très bon DUT, maintenant dit BUT, du genre Descartes, et pouvoir récupérer sur une école de commerce pour se préparer avec les concours? Alors, oui, c'est possible, Arthur.
de faire un BUT et d'ensuite de rentrer en programme grande école en école de commerce. Par contre, tu ne pourras pas pénétrer dans les meilleures écoles. Top 3, c'est mort. Si tu fais vraiment un des meilleurs BUT de France, tu auras peut-être une chance d'aller en 4, à l'EM Lyon ou à l'EDEC, mais ça va être une très, très petite partie de ta promo qui pourra le faire. Et sinon, pour les écoles en dessous, ça peut être, oui, c'est jouable. C'est assez classique. D'ailleurs, on a créé cette année, on a mis en ligne, d'ailleurs, ça s'appelle Master Campus, une plateforme de préparation au Taj qui est un test qui est très important pour rentrer dans ces écoles en bac+3, bac+4. Et la plateforme est sortie cette semaine. On a fait zéro pub encore pour le moment. Elle est juste en ligne avec 1800 questions, tout ce qu'il faut pour s'entraîner, etc. Mais oui, c'est possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, souhaitez-vous de faire une école éco-gestion dans une université parisienne top 5, puis essayer de rejoindre une grande école en ST où les concours, c'est à moi accès? En fait, Jules, c'est une très bonne question. Déjà, à l'université, il faut que tu sois pris. C'est pas gagné d'avance. OK? Donc, ça dépend même pas que de toi. Si tu es pris dans une université top 5, il faut que tu sois bon à l'université. Si tu es très bon à l'université et que tu fais un super parcours, tu peux faire des AST et faire un super programme, un super parcours. Je pense que la seule université où je suis sûr que c'est mieux d'aller à l'université, c'est si tu as Dauphine ou si tu as Sciences Po. Parce que, en soi, c'est déjà excellent. Après, si tu es à Assas ou la Sorbonne, ça dépend de ton parcours. Il y a des parcours d'exception à Assas et à la Sorbonne. OK? Et donc, si tu fais partie de ces parcours-là, c'est génial. Mais après, il y a tout un ventre mou qui est très grand, qui, au final, comment dire, n'a pas accès à des choses qui sont vraiment mieux que ce qui se passe sur les concours Accès ou Sésame. En fait, si le truc aussi, c'est aussi savoir quelles écoles tu as après Accès Sésame. En fait, si tu as le bibier de l'ESSEC versus la Sorbonne, c'est très dur de choisir. Enfin, c'est compliqué de dire non au bibier de l'ESSEC. Si tu as Kedge versus la Sorbonne, mais va à la Sorbonne. OK? En bibier, Kedge, c'est fort, c'est bien en programme grande école, mais en bibier, c'est pas ouf. Enfin, moi, je trouve ça pas ouf, en tout cas. Après, il y a peut-être parmi vous qui ont des frères et sœurs qui ont fait le bibier de Kedge, mais je suis pas fan de ce bibier-là, par exemple. Et donc, c'est pour ça que je vous l'ai pris comme exemple. Si vous avez PSB, voilà, je ne vais pas être, encore une fois, méchant, mais je trouve qu'il y a plus d'opportunités quand on fait la Sorbonne. Voilà. Donc, encore une fois, ça dépend dans quelle université tu es pris, ça dépend dans quelle école tu es pris. Et c'est là où tu fais ta comparaison derrière. Et bah, de rien, utilisateur de Zoom. Il n'y a pas de nom, mais c'est gentil. Un bibier de l'ESSEC, est-ce que c'est bien pour une carrière en finance? Si vous voulez faire de la finance en post-bac, le mieux, c'est le bibier de l'ESSEC, le bibier de l'EDEC et l'IESEG, et peut-être le bibier de l'EM Lyon un petit peu derrière. Et sinon, en université, c'est Dauphine. Après, il y a des excellents masters de finance à la Sorbonne, très sélectif, et à Assas, mais c'est très sélectif, hein, mais c'est possible. Il y a plein de moyens, en fait. Mais pour les écoles, le bibier de l'ESSEC, c'est très bien, en finance. Et l'IESEG aussi, c'est très bien. J'aime bien vos questions. Je trouve le débat, il est intéressant. Bonjour. Quelle moyenne générale faut-il viser pour l'essai bibier en terminale générale? En fait, le fait d'être pris, ça dépend de votre moyenne générale et de vos notes de bac d'ailleurs, aux épreuves anticipées. Et ça dépend aussi de vos notes au concours. En moyenne, voilà, si vous avez moins de 12 de moyenne, moins de 12, 11-12 de moyenne, c'est quasiment impossible de réussir à avoir l'essai. OK? Si vous avez 13-14 de moyenne, c'est très dur. Mais c'est pas impossible. Tous les ans, je leur dis quand ils s'inscrivent, ça va être très dur d'avoir les secs et ils l'ont. Et l'année dernière, c'était particulièrement vrai. J'ai eu des étudiants à 13-13,5 de moyenne qui ont eu des 17,5 de moyenne au concours Sésame. Et donc, du coup, ils ont été pris partout. C'est pas la normalité. C'est pas du tout la normalité. Mais il y en a pas eu qu'un seul l'année dernière.
Sinon, en général, c'est des gens qui sont à 15, 16, 17 de moyenne. Ok. Si vous êtes à 17, 18 de moyenne, vous êtes en avance. Si vous êtes à 15, 16, vous n'avez pas d'avance, mais vous n'êtes pas, c'est complètement jouable. Ok. Donc, ce sera à peu près ça, les notes. Voilà, pour avoir une idée. Bonjour. Savez-vous quelles sont les modalités pour intégrer le vivier de l'EDEC, puisqu'il n'est pas compris dans le concours Sésame? Alors, ce qui est bien avec le vivier de l'EDEC, c'est que ça vous demande zéro travail supplémentaire. C'est un dossier, vous avez un petit test à faire qui demande zéro préparation, mais c'est un test de personnalité. Et ensuite, vous avez un entretien qui est sous le même format que les entretiens pour les concours accès au Sésame. Donc, si vous préparez le concours accès au Sésame, vous n'avez rien de plus à préparer pour l'EDEC. Si vous voulez faire l'English Track à l'EDEC, il faudra faire un test de langue. Ok, en plus. Chose qui n'est pas nécessaire pour les écoles du concours Sésame ou du concours Accès, parce que vous avez déjà de l'anglais dans les tests écrits, et donc du coup ça suffit. Est-ce que les notes du bac français sont importantes pour la sélection? Elles comptent, mais même avec des mauvaises notes au bac français, c'est possible de tout avoir. J'ai eu des cas l'année dernière, il n'y a aucun souci. Sachez qu'il y a plein d'écoles où aussi les notes de dossier sont même pas importantes du tout. C'est 10% de la note ou 5% de la note. Donc même si vous avez un dossier naze, en fait, vous allez pouvoir le rattraper avec les écrits sans problème. Il y a quelques écoles où le dossier est important. Est-ce que vous avez des exemples quand je vous dis parcours d'exception? Ouais, bah, par exemple, Jules, si tu fais un magistère, tu vois, par exemple, à la Sorbonne ou à Sas, en fait, c'est vraiment un parcours où le BFA, c'est vraiment des parcours qui sont vraiment, comment dire, sélectifs et ça vous permet d'avoir accès à. Bah, c'est très valorisé. Quelle note faut-il en moyenne pour la Dauphine? Là, Jules, j'ai pas la réponse, qu'il y a des étudiants à 18, ils sont pas prêts à Dauphine et des étudiants à 16, ils sont pris. En tout cas, si t'es à 12-13, c'est mort. Et moi-même qui enseigne à Dauphine, je vois, j'ai que des bons étudiants face à moi, mais par contre, on- parfois dans la même lycée, deux étudiants qui sont copains, un qui est à 16, l'autre qui a 17, c'est celui qui a 16 qui est pris, pas celui qui a eu 17, on sait pas pourquoi. Donc, est-ce que c'est intéressant les facs de seconde zone comme Toulouse, Lyon, etc.? Ça dépend, Jules. Ça dépend. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Si t'es pris dans des bonnes écoles de commerce, par rapport à des facs qui sont moins bonnes, bah, je pense que faut que tu ailles dans les bonnes écoles de commerce. Et encore une fois, la fac et l'école, c'est pas pareil. La fac, c'est gratuit. La fac, c'est les amphis. La fac, c'est beaucoup plus théorique et beaucoup moins de projets de groupe. Il y a des gens qui adorent le côté fac, et il y en a d'autres qui préfèrent le côté école et ça, ils le vomissent, ils la vomissent la fac. Moi, j'aime bien les deux. Personnellement, j'aime bien les deux. J'ai fait les deux, j'aime bien les deux. J'ai fait licence et master à Dauphine, admission sur titre, 3 ans à l'ESSEC en première grande école. J'ai adoré les deux. Donc, ça correspond pas à tout le monde. Après, Dauphine, c'est pas une fac comme les autres, mais quand même. Si on a un prof qui note dur, est-ce que ça influe sur notre dossier? En fait, sachez que avoir 14 de moyenne, ça vaut pas toujours la même chose. Si tu as 14 de moyenne et que la moyenne de la classe elle est à 15, c'est moins bien que si tu as 13 de moyenne et que la moyenne elle est à 10. Ok? Donc, ça, comment dire, ça pourrait ne pas te bloquer non plus, Colin. Pas que tu t'inquiètes. Je peux encore deux, trois questions avant de terminer? Ça, on termine, on aura un quart d'heure de retard, mais c'est très bien. De toute façon, si vous avez d'autres questions, vous me les envoyez par mail hein, ou par SMS, il n'y a pas de problème. Ou vous m'appelez d'ailleurs. Je reste là encore, hein, si vous avez d'autres questions, il n'y a pas de souci, hein. Je vais vous remettre le numéro de téléphone. Voilà. De toute façon, vous pouvez trouver mon numéro dans les mails que je vous envoie, donc si vous avez des questions. Ou sur le site de Prépa Campus, vous pouvez aussi envoyer vous pouvez remplir le formulaire sur le site et pour m'envoyer des messages. C'est moi qui vous répondrai. Euh, du coup, voilà, il nous reste une vingtaine de places après pour accéder pour Sésame. Si vous inscrivez aux deux, vous prenez une place pour accès, c'est une place pour Sésame, hein, évidemment. Euh, Ensuite, les inscriptions, ça ne s'arrête pas, mais ça commencera pour des programmes qui commencent en janvier. Il y aura moins d'heures de cours, ça sera le même prix. Mais on baisse pas nos prix en fait. On a des programmes qui sont plus chers normalement, mais en gros, vous aurez pour moins d'heures de cours, ça sera toujours le même tarif. Par contre, vous avez accès à la même plateforme que vous commencez en janvier ou en novembre. L'idéal, évidemment, étant de le commencer dès maintenant, pas dès novembre. Et juste aussi autre chose, il y aura des cours gratuits qui vont être organisés avant le début des cours en novembre, et donc vous aurez accès à ces cours-là aussi, bien évidemment, si vous inscrivez. En bonus, histoire de faire connaissance, histoire de commencer à se mettre dans le bain.
Le dernier cours gratuit qu'on fait, pour info, ça va être un cours qui va être le 24 octobre sur la méthodologie pour bien préparer les concours et être vraiment efficace dans sa préparation. Et donc le but de ce cours-là aussi, c'est que bah, vous optimisez votre temps de travail tout le temps, enfin dans ce que vous faites, aussi bien au lycée d'ailleurs, mais surtout dans la préparation. Mais ça vous servira aussi d'ailleurs pour le supérieur. Et en fait, le but, c'est que vraiment voilà, vous gagnez en maturité, vous sachiez vraiment comment travailler de manière optimale pour pas vous épuiser et pour que votre travail soit rentable. Comment se font les vœux pour les BBA avant ou après les épreuves? Donc en fait, vous faites vos vœux sur Parcoursup. Le concours Sésame, c'est un vœu. Le concours Accès, c'est un vœu. L'EDEC, c'est un vœu. Et toutes les écoles du concours Sésame, avec tous les programmes, les BBA, etc., c'est des sous-vœux, mais ils comptent pas comme étant des sous-vœux. Donc ça va pas vous enlever des sous-vœux sur Parcoursup. Je ferai vraiment toute une conférence sur ça pour tout bien expliquer à ce moment-là, mais c'est ça qu'il faut que tu comprennes, c'est au moment de Parcoursup que tu t'inscris. J'ai répondu à... Ouais, j'ai bien répondu à ta question, Clémence, ou tu veux que je développe un peu plus? Je peux développer si tu as besoin. C'est juste un peu un vaste sujet, tu vois, mais je peux. Ok, moi très bien. Mais je peux quand même être... donner plus de précision, quoi. Pareil, quand je fais la conférence sur Parcoursup avec les étudiants de la prépa, je vous explique comment faire vos lettres de motivation. Je vous montre des exemples de lettres, ce qui est bien, ce qui est pas bien. Je vous montre quel plan vous pouvez faire pour vos lettres de motivation. Je vous explique comment faire pour avoir un tiers-temps, pour demander votre tiers-temps plutôt. Faites toutes les infos pratiques un peu importantes. Et après, pareil, au moment des épreuves orales, vous aurez des fiches sur toutes les écoles. Je vous explique aussi, enfin, comment dire, comment se passent les épreuves orales, ce qu'il faut faire pour les épreuves écrites. Enfin, tout vous sera expliqué en temps et en heure. Aussi bien aux parents qu'aux étudiants. Ne vous inquiétez pas. C'est pas du tout ça que je voulais dire, je me suis perdu dans ma phrase, mais c'est pas grave. Quelle différence entre le programme d'une école post-bac et celui d'une école post-prépa? Si tu fais un PGE, Louis, ça va être la même chose. En fait, tu auras la même chose, sauf que les 2 premières années, c'est des années plus théoriques qui vont être, du coup, comment dire, qui vont être ça va pas être comme la prépa, mais voilà, ça va être un peu différent. Mais les années 3, 4, 5, c'est les mêmes années que des étudiants qui sortent de prépa. C'est la même chose. Et il y a des étudiants de prépa qui arrivent dans les écoles post-bac après post-prépa, ils arrivent juste en 3e année en fait. Les 2 premières années, c'est les années qu'ils ont fait en prépa. Et pour les billets, c'est juste structuré différemment. Si on hésite entre université et les concours Sésame et Access, vaut mieux mettre les concours en quelle position, plutôt en dessus, en dessous de l'université parisienne, machin. Alors je vais te rassurer, Jules, en fait j'ai compris c'est quoi ton stress. Il n'y a plus de position maintenant. En fait, c'est tu postules à tout, quand tu as les résultats, tu choisis où tu vas. C'est pas, il n'y a pas de tu mets en numéro un vœu et tout. Ça, c'était il y a 6 7 ans que ça se passait comme ça. C'est fini. Donc tu es tranquille. Donc, ça va pas être supprimé, etc. Et en fait, comment ça se passe? Tu postules à tout. Tu as tous les résultats en même temps. OK? Et tu dis, c'est là où tu choisis. Et tu peux très bien dire, tu peux très bien avoir des voeux où tu es en liste d'attente. Donc, tu peux très bien dire, par exemple, là, j'ai été admis à la Sorbonne. C'est mon meilleur vœu actuellement. Donc, je choisis la Sorbonne en attendant de savoir comment vont se débloquer mes différents vœux en liste d'attente. Et quand tu avances dans la liste d'attente de tes vœux, quand tu es accepté dans un vœu dans une autre liste d'attente, soit tu dis ça c'est mon premier choix, c'est mon vœu définitif, donc je dis un oui définitif, je prends ça, ou soit tu continues, tu dis je prends ça, donc je libère ma place dans l'autre truc où j'étais. Par contre, j'attends encore les résultats des autres trucs. Et tu peux continuer comme ça, enfin voilà. Que tu sois automatiquement, enfin pardon, jusqu'à que tu sois complètement accepté ou refusé partout. Donc Jules, cette question-là, tu te la poseras le 2 juin. Ou le 1er juin, ou le 31 mai. Je sais pas c'est quoi les dates pour cette année de Parcoursup, mais ça va être par là. Donc, pas de stress. En vrai, juste, à d'autres questions comme ça, là, on va arrêter la conférence. N'hésite pas à m'envoyer un message et on s'appellera. Je prends un quart de mon temps, même si tu t'inscris pas dans la prépa, je m'en fous. Je t'explique ce que tu as besoin de comprendre et tu auras les infos. Non, Clémence, vous avez les résultats de Parcoursup, de Sésame, d'Access, etc. sur Parcoursup, en même temps que tous les autres vœux. Ni avant, ni après. Vous aurez les résultats des épreuves écrites avant, mais le résultat définitif, vous l'aurez en même temps que toutes les écoles. OK? Donc, vous saurez où vous êtes pris vraiment.
pour toutes les écoles en même moment sur Parcoursup. Aussi bien pour les prépas que pour les facs que pour les écoles post-bac. Enfin, que pour les écoles de concours Access Sam. Est-ce que les écoles ont des spécificités particulières à prendre en compte en fonction de notre objectif de carrière, finance, management, etc. Alors oui, il y a des écoles qui sont plus réputées sur certains domaines que d'autres, mais ça, encore une fois, Louis, c'est une question qui est trop vaste. On pourra en reparler plus tard si tu veux euh, après. Quelles sont les dates des sessions de concours? Les épreuves écrites, c'est le 8 avril pour Sésame, le 9 avril pour Accès, le 25 avril, vous savez si vous êtes admissible aux oraux, et ensuite vous passez vos oraux sur les 3 semaines suivantes. Tout est plus clair. Eh ben écoute, Jules, j'en suis ravi. Ah, quelles sont les dates des sessions de cours de prépa campus? Bah, les cours hebdomadaires, ça commence à partir du 3 novembre et il y en a tous les jours. Ok? Donc les cours hebdomadaires, c'est soit de 18 à 19, soit de 19h15 à 20h15, du lundi au vendredi. Enfin, du lundi au jeudi, en réalité, le vendredi, c'est une demi-heure plus tôt. Et pour Sésame, le samedi matin, c'est à 9h45 et jusqu'à 10h45 du matin, parce qu'on a beaucoup d'étudiants aussi en Asie et il faut qu'on ait un créneau sur leurs horaires. On a des étudiants aussi qui sont aux États-Unis, enfin en Amérique, et donc du coup, le dimanche, c'est 19h45 à 20h45 pour que ce soit bien pour eux aussi. Pour faire une école en 5 ans, il faut faire le concours accès ou le concours Sésame. Le concours accès, c'est pour l'IEC GESCA, le concours Sésame, tu vas avoir TEMAN Neoma, EMLV, tu vas avoir EM Normandie. Et si vous choisissez les deux préparations, bah, vous avez accès à tous les cours. Mais je pourrais vous expliquer au téléphone si vous voulez. Enfin, je peux vous le redire maintenant, mais comme je vous l'ai dit, c'est soit 18h, 19h le cours, soit 19h15, 20h15. Parce qu'en fait, par exemple, le lundi et le jeudi, c'est 18, 19h Sésame, 19h15, 20h15 accès. Le mardi et le mercredi, c'est le contraire. 18h, 19h accès, 19h15, 20h15 Sésame. En fait, le but, c'est qu'un étudiant, s'il finit toujours par exemple tard les cours, il peut venir forcément à tous les cours de Sésame et tous les cours d'accès. C'est juste que ce sera pas le même jour. Donc, soit vous faites tout le même jour, vous dites le lundi, je fais 1 heure accès, 1 heure Sésame, soit vous dites par exemple le lundi, je fais 1 heure accès, le mardi, je fais 1 heure Sésame, le mercredi, je fais 1 heure de ce que je veux. Enfin, vous faites comme vous voulez en fait. Vous êtes libre. Écoutez, je vous remercie à tous d'avoir participé à cette réunion. On va s'arrêter là pour ce soir. Euh, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Voilà, je vous invite à m'écrire si jamais vous voulez prendre un rendez-vous téléphonique et on se fixera un rendez-vous lundi ou mardi. Je suis pas sûr de réussir à caler tout le monde lundi, mais voilà. D'ici là, ça sera bon. Il va rester des places, je pense, la semaine prochaine. Après, il y a le salon de l'étudiant 4-5 octobre. Ce sera beaucoup plus compliqué après, je pense, pour ces concours, enfin, pour ces préparations-là. Voilà. Merci tout le monde et bah, bonne soirée.